Hop. euh. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les posez dans le chat. Donc, aujourd'hui, je suis toute seule. Pierre-Éric n'est pas là, mais je vous inquiétez pas, je regarderai quand même régulièrement le chat. Donc, s'il y a des questions, voilà, il y a pas de souci. Alors. Avant de commencer sur l'actualité et notamment le support, je voulais quand même refaire un petit point avec vous et vous présenter un petit peu les dernières informations qui viennent de sortir. Notamment, je ne sais pas si vous l'avez entendu ou si vous l'avez vu passer sur le projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2026. Il a été adopté par les députés mardi. Donc, ce n'est pas encore définitif, hein, je tiens vraiment à insister sur ce point-là. Il doit encore passer au Sénat de mémoire, je crois que c'est à la fin de la semaine, puis il repassera encore devant l'Assemblée nationale pour la dernière approbation. Donc, actuellement, avec ce qui a été approuvé mardi, enfin ce qui a été adopté mardi, on est sur, alors je reprends hein, parce que je me suis imprimé la petite liste des principales mesures, tout n'apparaît pas. Euh, Excusez-moi, j'admets les dernières personnes. Donc, on serait sur la suspension du coup de l'application de la réforme des retraites qui entrerait en vigueur au 1er juin 2026. Donc, je parle toujours au conditionnel, hein, parce que comme je vous expliquais, on attend l'entrée en vigueur définitive. C'est juste pour vous donner une idée de ce qui a été adopté par l'Assemblée nationale mardi. On serait également sur le congé de naissance donc pour les naissances ou adoption à partir du 1er janvier 2026. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, entre les sénateurs qui voulaient au 1er janvier 2027 et l'Assemblée nationale qui, elle, reste sur le 1er janvier 2026. Donc, la dernière version du texte, ça serait une entrée en vigueur au 1er janvier 2026 pour un congé du coup qui serait de 2 mois, rémunéré le premier mois à hauteur de 70% et le deuxième mois à hauteur de 60%, donc qui permet du coup aux futurs parents de bénéficier de 2 mois supplémentaires, euh, mieux indemnisés que le congé parental. On a aussi sur les arrêts maladie un encadrement sur la durée maximale des arrêts maladie, 1 mois pour les premiers arrêts, 2 mois pour les renouvellements. Le forfait social sur les ruptures conventionnelles, ça a pas l'air de bouger, enfin, ça n'a pas l'air de vouloir revenir dessus. Donc, il y a de grandes chances qu'il y ait une hausse de 10 points. Donc, sur le forfait social, enfin, la contribution patronale qui est à verser lorsque vous faites une rupture conventionnelle. Donc, c'est une contribution qui est sur l'indemnité de rupture conventionnelle. Donc, elle passerait de 30% à 40%. Ça n'a pas l'air d'être remis en cause. Voilà, sur les principales mesures, comme je vous expliquais, je rentre pas forcément dans le détail parce que ça reste encore du provisoire tant qu'on n'a pas l'adoption définitive. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet par rapport à cette dernière web actu de l'année, donc, comme d'habitude, vous connaissez maintenant, on attaque par d'abord le quiz du mois de décembre. Alors, à votre avis, à partir du 1er janvier 2026, les chèques cadeaux doivent être versés à tous les salariés sans distinction. Bon, là, tout le monde est d'accord, c'est un vrai unanime. Oui, c'est vrai.
Je vais, avant de vous faire un point sur l'actualité tout à l'heure, je vous referai un point sur les rappels sur des choses en vigueur ou qui ne sont plus en vigueur enfin, à la fin de l'année 2025. Voilà, j'ai prévu un petit temps de rappel sur les éléments qui me semblent importants. Donc ça en fait partie. À partir du 1er janvier 2026, vous avez l'obligation, vous et votre CSE avez l'obligation de verser les chèques cadeaux à tous vos salariés sans distinction au niveau notamment de l'ancienneté. Donc, on en reparlera tout à l'heure, mais jusqu'à présent, il y avait la possibilité de mettre un curseur à 6 mois et de dire je verse des chèques cadeaux à mes salariés qui ont plus de 6 mois d'ancienneté. Ça a été remis en cause l'année dernière par un arrêt de la Cour de cassation. Il y avait une tolérance de l'URSSAF, mais cette tolérance s'arrête au 31 décembre 2025. Étant une entreprise de 11 à 49 salariés ayant réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs, je dois veiller à avoir mis en place un dispositif de partage de la valeur. Alors là aussi, c'est unanime, hein. Tout le monde dit vrai. Donc c'est bien, c'est que vous avez tous en tête la réglementation. Ça c'est pareil, ça fait partie du petit rappel que je voulais faire, puisque tous ceux qui ont leur exercice fiscal qui se termine au 31 décembre 2025, eh ben, il vous reste plus beaucoup de temps pour mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Et donc si vous êtes entre 11 et 49 salariés et que vous remplissez les critères, vous devez mettre en place un dispositif. Donc c'est pour ça que je me suis permise de, dans cette webconf, refaire un rappel parce que ça me paraît important. Voilà, je rentrerai dans le détail tout à l'heure pour que vous ayez bien conscience de votre obligation et de ce que ça engendre. Je peux verser 2 PPV en 2025, dont le montant de chacune est de 3 000 euros. Bon, bah, là aussi, unanime, hein, que des faux. Bravo. Donc, c'est 3 000 euros au maximum. Donc, c'est le cumul des deux est de 3 000 euros. Si vous envisagez de verser 2 PPV, 2 primes de partage de la valeur, euh, vous pouvez faire 1 000 euros pour l'une et 2 000 euros pour l'autre, par exemple. Mais vous pourrez, donc, le total de ces 2 PPV sera de 3 000 euros. Mais vous ne pouvez pas faire 3 000 plus 3 000, sinon ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous êtes à 6 000. Alors, sauf si vous avez accord d'intéressement, enfin que vous remplissez les critères pour aller jusqu'à 6 000, mais si vous ne remplissez pas les critères pour aller jusqu'à 6 000, vous êtes plafonné à 3 000, et donc c'est 3 000 pour l'année, et c'est pas 3 000 par PPV. Dès lors que mon salarié tient des propos injurieux, je peux toujours le licencier. Alors, tout le monde m'a dit faux, donc oui. Vous avez raison, c'est faux. Je peux licencier un salarié qui tient des propos injurieux. Par contre, ce n'est pas systématique. C'est-à-dire que je peux très bien avoir un salarié qui s'emporte et qui parle de manière très grossière et déplacée. Pour autant, la jurisprudence ne reconnaît pas ne justifie pas, enfin ne considère pas que le licenciement est justifié à chaque fois. Elle va tenir compte du contexte. C'est-à-dire que un salarié qui serait amené à avoir des propos injurieux, mais parce que cela fait suite à un différend avec l'employeur, notamment sur ses conditions de travail ou sur l'organisation de son contrat de travail, dans cette situation,
la Cour de cassation peut reconnaître que le licenciement, en tout cas, ne doit pas être un licenciement pour faute grave, parce que le contexte pouvait excuser, entre guillemets, et justifier les propos tenus par le salarié. Donc on le verra tout à l'heure, hein, une jurisprudence récente qui le précise, mais voilà, il faut toujours faire attention. Votre salarié, peut-être qu'il tient des propos qui ne sont pas adaptés, mais avant de partir directement sur un licenciement, faites attention au contexte dans lequel ces propos ont été tenus. Une crise d'anxiété effectuée par un salarié peut caractériser un accident de travail. Alors là, tout le monde me dit vrai. Et vous avez raison. Euh, une crise d'anxiété, si elle intervient au temps et lieu de travail, elle peut potentiellement constituer un accident de travail. Donc, on peut se dire qu'un salarié qui s'effondre totalement parce que il est stressé par rapport à son travail, il fait une crise d'anxiété, elle est reconnue comme telle, ça pourra être considéré comme étant un accident de travail, donc par la CPAM. Le simple fait de proposer d'exercer une activité concurrente pendant un arrêt de travail peut caractériser un manquement à l'obligation de loyauté. Oh, bah oui. Alors, je vois que sur la question précédente, quelqu'un a dit si les crises sont liées à une vie perso compliquée. Alors, ça, en fait, ça sera au moment où vous allez émettre des réserves qu'il faudra le préciser. Il faudra indiquer, parce que en fait, ce que retient la Cour de cassation, on le verra tout à l'heure, mais c'est que l'événement est survenu, c'est une lésion qui intervient au temps et au lieu de travail. Donc, c'est la définition du coup de l'accident de travail. Donc, vous, quand vous allez déclarer votre accident de travail, derrière, il faudra émettre des réserves en disant que bah, aujourd'hui, au niveau du contexte de l'entreprise, tout va bien. Donc, en fait, l'accident n'est pas lié au travail, il est lié à sa vie de famille puisque ben, on sait que je dis n'importe quoi, la personne est en train de divorcer ou la personne a des difficultés autres. Si vous êtes au courant de sa situation personnelle, faudra le faire, Oui, faudra bonjour. le préciser au moment où vous allez émettre des réserves. Mais sinon, Oui. les premières informations seront celles, enfin, Mhm. la définition de l'accident de travail est caractérisée. D'accord, d'accord. Donc, par rapport à ma question en cours, donc le simple fait de proposer d'exercer une activité concurrente pendant un arrêt de travail peut caractériser un manquement à l'obligation de loyauté. Tout à fait. Ça a été reconnu par la jurisprudence. Donc, ça peut même paraître curieux que pour une fois, la Cour de cassation aille dans le sens de l'employeur sur ce genre de choses, mais tant mieux. Pour une fois, on va pas s'en plaindre. Euh, même si le salarié ne travaille pas pour un concurrent, le simple fait qu'il ait proposé ses services à ce concurrent alors qu'il était en arrêt de travail pourra constituer un manquement à l'obligation de loyauté et pourra donc justifier un licenciement pour ce motif. Au 1er janvier 2026, des nouvelles régions vont mettre en place le versement mobilité régionale et rurale.
Alors là, j'ai un peu les deux. Donc, oui, au 1er janvier 2026, il y a des nouvelles régions qui vont être concernées. Donc, je vous ai mis la liste tout à l'heure, on verra la liste tout à l'heure, mais voilà, au 1er janvier 2026, il y a des nouvelles régions qui vont devoir, enfin, ou pour lequel ce versement mobilité régionale et rurale va s'appliquer. Un employeur ne peut pas refuser le bénéfice du télétravail préconisé par le médecin du travail au seul motif que le salarié refuse l'accès à son domicile à l'employeur pour contrôler sa conformité. Alors, tout le monde me dit vrai. Donc, oui, c'est vrai. Donc là, en fait, c'était une situation où le médecin du travail préconisait du coup le télétravail pour le salarié. L'employeur, lui, lorsque ses salariés font du télétravail, il avait l'habitude de d'aller vérifier comment était le domicile du salarié pour vérifier que justement il pouvait exercer du télétravail chez lui en toute sécurité. Là, le salarié refuse que l'employeur rentre dans son domicile pour procéder à cette vérification. C'est pas parce que le salarié refuse que l'employeur a le droit de refuser le recours au télétravail. En fait, il n'y a aucun texte qui permet à l'employeur de rentrer dans le domicile du salarié sans l'accord du salarié. Donc, si le salarié refuse que l'employeur rentre pour vérifier comment est son domicile et s'il est compatible avec du télétravail, euh, on pourra pas, si le télétravail est préconisé par le médecin, on ne pourra pas refuser aux salariés de bénéficier du télétravail malgré tout. Ça rejoint aussi une décision de la Cour de cassation qui date d'il y a quelques temps maintenant, où là, pareil, le médecin du travail avait préconisé du télétravail et l'employeur avait refusé le recours au télétravail sous prétexte que, en fait, dans l'entreprise, le télétravail n'était pas mis en œuvre, que personne ne télétravaillait, qu'il n'y avait pas de charte de télétravail, enfin voilà, que le télétravail n'existait pas dans l'entreprise. Ce simple argument-là ne suffit pas non plus à refuser le télétravail aux salariés lorsque celui-ci est préconisé par le médecin. Donc voilà, quand c'est le médecin du travail qui préconise le recours au télétravail, retenez que de manière générale, vous devez le mettre en œuvre. Je peux mettre en œuvre la clause de dédifamation du salarié si je procède au licenciement pour faute grave. Alors tout le monde me dit faux. Donc, en effet, c'est faux. La clause de dédit-formation, c'est une clause qui me permet, lorsque j'envisage de former mon salarié, donc de lui proposer une formation qui n'est pas une formation obligatoire et qui est une formation financée à 100% par l'employeur, de prévoir que mon salarié doit rester dans l'entreprise un certain nombre de temps après avoir réalisé cette formation. En fait, c'est quand votre formation coûte relativement cher et que vous n'avez pas envie de former votre salarié pour qu'il parte juste après la concurrence, par exemple. Donc, il y a la possibilité de mettre en place une clause de dédit-formation. Il faut le faire par avenant. Donc, vous devez absolument faire un avenant avant le début de la formation de manière à intégrer cette clause de dédit-formation. Cette formation ne doit pas être une formation obligatoire et ça doit être une formation qui est dispensée, enfin, qui est financée, pardon, à 100% par l'employeur. Si le salarié quitte la société, pendant que cette clause de dédit-formation est encore en cours d'application, dans ce cas, il doit vous verser une indemnité, donc ça dépend de ce que vous avez écrit dans cet avenant. Donc là, on peut se poser la question,
c'est pas une démission, certes, mais en fait, on le licencie pour faute grave. Donc, le salarié, il quitte la société, mais c'est parce qu'il a commis des faits tellement importants qu'on pouvait pas le garder chez nous. Eh ben, même si c'est un licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, on n'est pas sur une démission, on est sur une rupture du contrat à l'initiative de l'employeur. Donc, la clause de dédéformation ne s'applique pas. Elle ne s'applique que pour les ruptures de contrat à l'initiative du salarié. Et enfin, en cas d'événement imprévisible entraînant lésion à mon salarié, aucun manquement à mon obligation de sécurité ne pourra m'être reproché. Bon, là encore, tout le monde me dit faux. Bravo, il y avait eu beaucoup d'erreurs hein, sur ce quiz ce mois-ci. Donc, vous devenez incollable sur les différents quiz. Plus les mois passent et moins il y a d'erreurs. Donc, bravo à tous. Donc, oui, en cas d'événement imprévisible, on pourrait se dire, bah, je suis l'employeur, je ne peux pas tout savoir, je ne peux pas imaginer tous les faits, enfin, toutes les lésions qui peuvent arriver à mon salarié, tous les accidents qui peuvent arriver à mon salarié. Donc, si c'est quelque chose de vraiment imprévisible, ben, c'est pas de ma faute, je peux pas, on pourra pas me reprocher un manquement à mon obligation de sécurité. Cour de cassation n'est pas de cet avis, même s'il s'agit d'un événement extérieur imprévisible, dans une certaine mesure. Alors, on reverra ensemble, hein, parce que là, c'est un arrêt bien spécifique pour un accident bien particulier. Même s'il s'agit d'un événement extérieur à l'entreprise, il n'était pas tout à fait imprévisible. Il s'agissait d'un accident, notamment pour les conducteurs de métro, quand il y a des personnes qui sont sur les voies. Il s'agit de, qui, il y a une collision entre du coup le métro et la personne. Ça crée un choc pour le conducteur. Euh, la Cour de cassation estime dans cette situation-là que certes, il s'agit d'un événement imprévisible, on ne peut pas savoir à quel moment est-ce que ça va arriver. C'est un événement qui est extérieur à l'entreprise, puisque c'est pas, c'est quelqu'un qui est sur les voies, qui n'a strictement rien à faire là, puisqu'il a l'interdiction d'être ici. Il y a des barrières de sécurité, normalement, des choses comme ça. L'obligation de sécurité ben, un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur peut quand même être caractérisé. Il faut vraiment que l'employeur démontre qu'il a tout mis en œuvre pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés. Alors, avant de rentrer dans vraiment l'actualité, je voulais vous faire un rappel sur les dispositions en cours, les choses à mettre en œuvre avant la fin de l'année ou les choses qui s'arrêtent avant la fin de l'année, parce que voilà, ça me paraît quand même important. On est le 11 décembre, il vous reste encore quelques semaines pour éventuellement régulariser si c'est pas le cas. Voilà, je voulais vous faire ce petit point-là. Donc déjà, sur la loi partage de la valeur. Donc ça, c'est en vigueur. Donc, ça concerne que les entreprises moins de 50, enfin, entre 11 et 49 salariés. Donc, tous ceux qui sont plus de 50 salariés, vous n'êtes pas concernés à partir du moment où vous avez un accord de participation. Vous n'êtes pas concernés par cette mesure. Mais pour les entreprises entre 11 et 49 salariés, attention, depuis, donc c'est la loi de 2023 qui est venue mettre ça en place, pour les exercices qui se sont ouverts sur l'année 2025, vous avez l'obligation de mettre en œuvre un dispositif de partage de la valeur à partir du moment où vous avez réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs. Donc, pour les exercices qui se sont ouverts au 1er janvier 2025, vous avez jusqu'au 31 décembre 2025 pour mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Bon, l'intéressement, c'est plus possible puisque vous aviez jusqu'au 30 juin pour le mettre en place, mais il y a la participation, l'abondement à un plan d'épargne salariale ou éventuellement la prime partage de la valeur. Donc ça, il faut envisager de mettre en place un de ces trois éléments-là, puisque bon, l'intéressement, c'est trop tard. Parce que je vous rappelle, l'intéressement, il faut que l'accord soit négocié, enfin que oui, l'accord soit négocié dans les 6 mois du début de l'exercice. Donc, pour un exercice qui commence au 1er janvier, vous avez jusqu'au 30 juin pour conclure votre accord sur l'intéressement. Donc,
Si c'est pas déjà fait et que vous remplissez les critères d'avoir un bénéfice net fiscal égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs, pensez bien à verser quelque chose à vos salariés. Donc, si vous avez déjà quelque chose, vous avez déjà un accord de participation, vous avez déjà de l'intéressement, il y a déjà un abondement du plan d'épargne entreprise ou une PPV, c'est bon, votre obligation est remplie. Mais s'il n'y a rien, pensez bien à envisager de mettre en place quelque chose. Sur la prime partage de la valeur, justement, comme je sais que bah, du coup, il y en a peut-être qui étaient qui sont concernés par l'obligation précédente et qui vont peut-être vouloir mettre la PPV, ou alors vous, souvent en fin d'année, c'est le moment où on a le plus d'appels justement concernant la PPV en nous disant bah je veux la mettre en place avant la fin de l'année. Juste pour ça, je voulais vous remettre un peu les conditions, comme ça au moins vous avez en tête comment est-ce que ça fonctionne. Déjà, je vous rappelle, pour les entreprises de moins de 50 salariés, elle est exonérée, cette PPV, jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, elle est exonérée de CSG-CRDS, enfin, charge sociale. Enfin, voilà, elle est exonérée. Donc, c'est un dispositif qui peut quand même être intéressant, même si, attention, si vous la versez, maintenant, depuis cette année, elle rentre dans le calcul de la réduction Fillon. Donc, elle est aussi peut-être un petit peu moins intéressante qu'avant. Potentiellement, vous aviez une réduction Fillon assez importante. Bah, vu que maintenant la PPV, elle rentre dans le calcul, vous allez augmenter le salaire annuel. Donc peut-être que ça va vous faire perdre la réduction Fillon. Donc faites quand même des calculs avant de la verser pour pouvoir anticiper ce que ça va vous coûter réellement. Parce que même si elle n'est pas soumise à charge pour les entreprises de moins de 50, bah, elle va quand même vous coûter un petit peu avec la perte de la réduction Fillon. Donc, je vous rappelle que vous avez la possibilité de verser 2 PPV dans l'année. Donc, par exemple, s'il y en a qui l'ont versé déjà en juin, vous pouvez la reverser en décembre. Par contre, le cumul des deux ne doit pas dépasser 3 000 euros. Et j'insiste aussi sur le fait que le boss nous dit versement de 3 000 euros par année civile. Donc, ce qui sous-entend que si vous avez l'habitude de payer vos salariés, par exemple, le 5 ou le 10 du mois, faites attention à ce que votre PPV, elle soit versée réellement avant le 31 décembre 2025. Sinon, si vous la versez en même temps que les payes, que vous allez payer peut-être au 10 janvier, euh, on a un risque que l'URSSAF considère la rattache à l'année 2026 puisqu'elle aura été concrètement versée en 2026. Donc faites attention à ça. On l'a pas forcément en tête, alors on n'a pas de jurisprudence sur le sujet ou autre, mais le boss parle de 3 000 euros par année civile. Donc notre interprétation, c'est de dire bah il faut que ça soit versé au plus tard le 31 décembre 2025. Et vous pouvez aussi, donc ça c'est depuis 2 ans, affecter cette PPV à un plan d'épargne salariale. Donc les salariés ont la possibilité de faire ça. Je vous rappelle aussi, la PPV, vous pouvez faire une modulation euh, en fonction, donc selon 5 critères. Donc, je vous rappelle que vous ne pouvez exclure personne. Le seul moyen de faire une exclusion, c'est en jouant sur la date de la mise en place. Donc, soit en disant que la PPV est versée aux salariés présents à la date de signature de l'accord ou de la décision unilatérale, ou en disant elle est aux salariés présents à la date de versement. Ça va être le seul moyen que vous allez avoir pour pouvoir jouer et potentiellement exclure des personnes. Sinon, interdiction d'exclure des personnes. La seule chose que vous pouvez faire, c'est moduler le montant de la PPV en fonction soit de la rémunération, du niveau de classification, de l'ancienneté dans l'entreprise, de la durée de présence effective, donc sur les 12 derniers mois, combien de temps est-ce que mon salarié a été présent, si potentiellement il a eu des absences pour maladie, pour accident de travail, vous pouvez venir les déduire. S'il a été présent sur 12 mois, il a eu 6 mois de maladie, ben, il aura que 6 mois de l'équivalent de 6 mois de PPV. Attention, congé paternité, congé maternité, on ne vienne pas déduire le montant de la PPV. Et le cinquième critère de modulation, c'est le temps de travail effectif. Si j'ai un salarié à 35 heures, un salarié à 20 heures, bah, je vais lui verser au prorata.
Donc voilà, c'est les seuls éléments sur lesquels vous pouvez faire de la modulation. J'insiste là-dessus parce qu'on a encore des questions sur comment je fais pour exclure telle personne. Moi, je veux donner, par exemple, à ceux qui ont plus de 5 ans d'ancienneté et les autres, je leur donne rien. Ça, c'est pas possible. Soit une mise en place par une décision unilatérale, soit par négociation avec votre délégué syndical, votre CSE ou éventuellement un accord ratifié à la majorité des deux tiers en fonction de si votre effectif est à moins de 11 salariés. Voilà sur ce point. Et dernier rappel, donc tout à l'heure je vous en parlais, c'est sur les œuvres sociales et culturelles. Donc avant, l'URSSAF admettait que le CSE pouvait fixer une condition d'ancienneté pour attribuer les activités sociales et culturelles. Il y avait une limite quand même à 6 mois maximum, on ne pouvait pas dépasser 6 mois. Euh, mais on a un arrêt de la Cour de cassation de 2024 qui est venu nous dire que il est illégal de mettre un critère d'ancienneté pour l'attribution des activités pardon, sociales et culturelles. Par contre, pour que ça soit un petit peu moins brutal, l'URSSAF a laissé jusqu'au 31 décembre 2025 pour se mettre en conformité. Ça veut dire si cette année, vous versez encore, donc vous, employeur ou votre CSE, versez des chèques cadeaux, par exemple, pour Noël, c'est très souvent que ça arrive, enfin, que vous en versez, euh, il y a la possibilité de maintenir cette condition d'ancienneté de 6 mois aux yeux de l'URSSAF. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de redressement de l'URSSAF si il constate au moment d'un contrôle qu'il y a certains salariés qui n'en ont pas bénéficié parce qu'ils avaient moins de 6 mois d'ancienneté et que c'est versé jusqu'au 31 décembre 2025 maximum. Par contre, attention, ça, c'est une tolérance seulement de l'URSSAF. C'est-à-dire que si votre salarié décide d'aller devant le Conseil des prud'hommes pour réclamer ses tickets, ses chèques cadeaux, il aura gain de cause. Cette tolérance, elle concerne vraiment que l'URSSAF. Donc j'insiste là-dessus. C'est la même chose quand pour les décisions de variation du montant en fonction de l'ancienneté. Il y avait une tolérance aussi sur bah, je verse le plafond à ceux qui ont plus de 6 mois d'ancienneté et à ceux qui ont moins de 6 mois d'ancienneté, je leur verse 50% par exemple. Ça, c'est pareil, il y a une tolérance jusqu'au 31 décembre 2025, 1er janvier 2026, ça s'arrête. Et c'est la même chose, cette tolérance, c'est que l'URSSAF. Donc le salarié qui va devant le Conseil des prud'hommes, il aura gain de cause. Voilà sur les rappels sur cette fin d'année pour aborder cette fin d'année de manière sereine. Maintenant, sur l'actualité législative et réglementaire, alors bon, il n'y a pas énormément de choses, hein, mais comme je vous disais, il va y avoir du coup le versement mobilité régionale et rurale. Il y a des modifications sur ce versement. Alors, on en a parlé plusieurs fois dans l'année, hein, parce qu'entre le moment où il est entré en vigueur et puis ensuite les différentes régions qui ont décidé de l'appliquer. euh, je vous rappelle que du coup, ce versement-là, il est depuis 2025, il y a, les régions ont la possibilité de le mettre en place. La région PACA l'avait mis en place depuis le 1er juillet. Euh, à partir du coup il va y avoir une modification au 1er janvier. Et il était à 0,15%. Là, ça va passer à 0,08%. Et au 1er janvier, on a des nouvelles régions qui ont décidé de le mettre en place. Donc, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne et Nouvelle-Aquitaine. Mais attention, c'est que certaines communes. Donc, je vous ai mis les liens. Je vous invite à aller les consulter pour voir si vous êtes concernés. Je vous ai mis un lien aussi par rapport enfin, c'est le ministère du Travail qui a mis ça à disposition. Donc, c'est des guides et des outils pour améliorer le climat social et la négociation collective dans vos entreprises. Donc, en fait, ils ont mis en ligne plusieurs outils et guides qui ont été rédigés par l'ANACT pour les entreprises pour vous aider au quotidien. Donc, bon, je rentre pas forcément dans le détail. Je vous ai mis le lien si ça vous intéresse. Voilà, je vous rappelle que le support vous sera envoyé.
demain ou semaine prochaine, vous aurez le support, donc vous pourrez aller consulter si ça vous intéresse. Au niveau aussi des déclarations de 2026, donc vous savez que au niveau des réductions de charges, il va y avoir des modifications au 1er janvier 2026. Donc c'était la loi de financement de sécurité sociale de 2026 de 2025 pardon, qui prévoit que à compter du 1er janvier 2026, il y a une réforme de la réduction générale dégressive et une suppression de la réduction des taux de cotisation d'assurance maladie et d'allocation familiale. Donc sur cette nouvelle réduction, on l'a vu lors des précédentes Web Actu. Mais là, l'URSSAF est venu préciser comment déclarer les cotisations d'assurance maladie et d'allocation familiale à partir du 1er janvier 2026. Donc, l'URSSAF précise en fait les différentes rubriques qu'il faudra utiliser. Donc, je vous ai mis le lien là aussi, comme ça vous pourrez aller consulter en fonction de votre situation, de comment vous êtes concerné. Enfin, ça vous aidera à savoir comment est-ce que vous devez déclarer cette partie-là. Et également, concernant donc l'URSSAF, toujours, il y a des conseillers. Donc, l'URSSAF a publié en fait sur son site une information euh, à destination des cotisants pour leur dire qu'il y a des conseillers qui peuvent vous aider à corriger les éventuelles anomalies concernant la retraite. Donc, vous savez que normalement, enfin, vous avez l'obligation de déclarer correctement vos données de retraite, enfin les données retraite des salariés, notamment l'assiette brute plafonnée soumise à cotisation. Donc, pour vous aider et pour vous aider à faire les corrections, vous pouvez utiliser l'aide interactive qui est proposée par Suivi DSN, donc sur votre espace en ligne directement. Donc, pareil, je vous ai mis le lien si vous voulez aller le consulter. Voilà pour cette actualité législative et réglementaire quand même assez light. On dira peut-être pas la même chose au mois de janvier. J'espère en tout cas qu'on aura enfin notre projet de loi de financement de sécurité sociale. Donc on aura sûrement plus de contenu sur cette partie-là. Mais en tout cas pour aujourd'hui, c'est quand même assez léger. Par contre, on a quelques arrêts de jurisprudence. Alors, d'abord, pour faire un point sur la partie santé-sécurité. Donc, la Cour de cassation a pu reconnaître, par exemple, donc ce que je vous expliquais dans le quiz en tout début de cette Web Actu, c'est la possibilité de reconnaître qu'une crise d'anxiété va caractériser, pardon, un accident de travail. Donc là, en fait, c'était une situation où on avait une salariée qui estimait que son état de souffrance psychique constituait un accident de travail résultant d'une faute inexcusable de la part de son employeur. Et en fait, euh, à l'occasion, donc dans la société, à un moment, ils ont présenté un nouvel outil informatique qui a été effectué dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise. Il y avait un projet de restructurer la société, notamment en intégrant un nouvel outil informatique. La salariée dans cette situation, elle a dû faire face à une coupure du système informatique. Elle s'est alors retrouvée en pleurs sur son lieu de travail. Elle était pendant ses horaires de travail. Elle a dû être transportée à l'hôpital parce que sa crise a été tellement importante qu'elle a dû être transportée à l'hôpital. Elle a eu un certificat médical qui constatait l'état anxieux. Et elle a du coup demandé, enfin, fait les démarches pour que la faute inexcusable de l'employeur soit reconnue. Donc, dans cette situation-là, on a un certificat médical qui constate un état anxieux. Euh, cet arrêt précise bien que on est sur une cause brutale et soudaine de souffrance psychique de la salariée. Elle est apparue au temps et lieu de travail et on a un lien avec l'activité professionnelle puisque c'est dû à cette modification du système informatique. Donc, la lésion qui a été déclarée par la salariée euh, constitue bien
un accident de travail. Autre arrêt, donc celui-ci du 15 octobre, donc c'est l'exemple, enfin c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, c'est par rapport cette fois-ci, donc on est sur un salarié, enfin on est dans une affaire là où le salarié c'est un conducteur de métro. Il demande des dommages et intérêts pour manquement à l'employeur de son obligation de sécurité. En fait, il dit qu'il a été victime d'un grave traumatisme suite à une collision entre le métro qu'il conduisait et une personne qui déambulait sur les voies. Donc, certes, cette personne n'avait rien à faire sur les voies, mais du coup, il demande la reconnaissance, enfin, il invoque le fait qu'il y a eu un manquement à l'obligation de sécurité de son employeur. Ce traumatisme a entraîné un arrêt de travail. Donc, c'était un long arrêt de travail parce qu'on était sur un arrêt d'un an. Euh, dans cette affaire, la Cour d'appel, elle avait pas, enfin, elle n'avait pas remis en cause le fait qu'il y avait réellement un traumatisme qui était subi par le salarié. Ça, elle était bien d'accord avec ça. Par contre, elle a précisé que l'accident qui faisait suite à des suicides ou à des personnes qui déambulent sur les voies sont des événements qui sont extérieurs à l'entreprise et donc sont difficilement euh, l'employeur peut difficilement les prévenir. Donc, la Cour d'appel, elle avait conclu que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité. La Cour de cassation n'est pas de cet avis. Donc, la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 octobre 2025, elle a cassé et annulé l'arrêt en précisant que l'employeur n'avait pas pu établir en fait qu'il avait tout pris, il avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. Donc, en fait, il faut en déduire que des événements qui sont extérieurs à l'entreprise, même difficilement prévisibles, ne constituent pas à eux seuls une justification pour que l'employeur n'envisage pas le problème et ne mette pas en place des mesures de prévention adéquates. Donc même si c'est des choses difficilement prévisibles, l'employeur doit tout mettre en œuvre pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés. Sur le contrat de travail, donc notamment sur la requalification du CDD en CDI. Je vous rappelle, concernant le recours au CDD, le CDD, c'est un contrat obligatoirement écrit. Vous devez toujours avoir un écrit. Il doit être remis à votre salarié dans les 48 heures qui suivent l'embauche au plus tard. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le remettre le jour J parce que vous n'êtes pas à l'abri qu'il refuse de vous le signer 2 jours après et que du coup, ben, on est un souci puisque du coup, il pourrait demander la requalification en CDI. Je vous rappelle aussi que le CDD, vous devez avoir il doit comporter toutes les mentions obligatoires, notamment sur le motif qui justifie le recours au CDD. Est-ce que je suis sur un remplacement? Est-ce que je suis sur un accroissement temporaire d'activité, par exemple? Lorsque le recours au CDD n'est pas justifié. Par exemple, vous aviez recouru au CDD en disant qu'il y avait un accroissement temporaire d'activité qui est inexistant. C'est ce qu'on constate souvent, on a recours au CDD en remplacement d'une période d'essai. On prend le salarié en CDD pour 3-4 mois et puis derrière on lui fait un CDI, on fait ça à chaque fois. On n'a pas de motif pour recourir au CDD, c'est juste pour remplacer une période d'essai. Faites attention, lorsque le CDD est requalifié en CDI, enfin, si le CDD, pardon, n'est pas justifié, il peut être qualifié en CDI. Donc là, dans cette affaire, on avait un salarié en CDD. Son contrat est arrivé au terme, donc à la fin. Il a eu son indemnité de précarité. Puis derrière, il a demandé à faire reconnaître son CDD comme étant un CDI, puisque le CDD n'était pas justifié. Il a demandé la requalification au CDI. Il l'a obtenue et l'affaire portait sur le fait que le salarié devait rembourser ou non l'indemnité de précarité, puisque il s'agissait d'un CDI, donc plus d'indemnité de précarité. La Cour de cassation, elle dit que même si le CDD a été requalifié en CDI, le salarié se trouvait bien en situation de précarité au terme de son CDD, donc il devait bien bénéficier de l'indemnité de fin de contrat. Donc même si derrière le contrat est requalifié en CDI et que du coup ça ouvrira le droit aux indemnités de rupture injustifiées, ben, à l'instant T, au moment où son CDD s'est terminé, euh, il, enfin, au moment où son contrat s'est terminé,
il bénéficiait bien de l'indemnité de précarité. Je vois que j'ai une question dans le chat. Un conducteur a un accident de circulation non responsable avec décès, même cas, conducteur ligne métro. Alors, c'est la même chose entre guillemets dans le sens où on est sur quelque chose qui est difficilement prévisible, puisque on ne peut pas prévoir ce genre de choses, fort heureusement. C'est un événement extérieur, mais en fait, vous devrez pouvoir démontrer avoir tout mis en œuvre pour protéger la santé et la sécurité de vos salariés. Donc déjà, ça passe par le fait que, ben, est-ce que j'ai bien permis à mon salarié de se reposer correctement? Tous ces temps de pause ont bien été respectés, ses congés ont bien été posés, il a bien toutes ses formations à jour. Est-ce que, voilà, potentiellement, est-ce que j'ai sensibilisé mon salarié sur le risque de la route? Voilà. Ce qui est important, c'est de pouvoir démontrer que on a tout mis en œuvre pour protéger la santé et la sécurité de nos salariés. Aujourd'hui, on ne pouvait pas faire plus que ça. Et d'ailleurs, je vous rappelle sur ce point, euh, pensez aussi à mettre à jour vos documents uniques d'évaluation des risques. Ça, pour le coup, pour les conducteurs, en plus, dans l'exemple que vous me donnez, c'est un risque existant et le risque routier, il peut pas être ignoré. Donc, il doit apparaître dans votre document unique. Clairement, si un risque comme celui-ci, il est imprévisible, mais on sait qu'il existe. Les suicides sur les voies de métro, ben, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais on sait que ça arrive, puisque ça arrive malheureusement quand même régulièrement, on en entend régulièrement parler. Donc, il faut absolument que ça soit sur votre document unique, parce que si ça n'apparaît pas sur votre document unique, là, pour le coup, ça pourra vous être reproché. Sur l'obligation de loyauté, alors là, dans cette affaire, on avait un peintre qui avait proposé à une société qui était cliente de son employeur de réaliser des travaux en sous-traitance alors qu'il était en arrêt de travail. Là, le concurrent avait refusé que le salarié travaille chez lui. Donc, en fait, le salarié n'a pas du tout travaillé, euh, mais se posait la question du coup de est-ce que, puisqu'on a un salarié en arrêt de travail qui propose ses services à un concurrent en sous-traitance, même s'il n'a réellement pas travaillé chez ce concurrent, est-ce que ça justifie un licenciement, enfin, est-ce que on peut le licencier? Donc là, la Cour de cassation elle a pu déduire que le salarié a manqué à son obligation de loyauté. Donc, elle a pu retenir que ce manquement rendait impossible le maintien du salarié dans la société. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le simple fait de proposer une activité concurrente sans qu'il y ait même l'exercice physique par le salarié, ça peut caractériser un manquement à l'obligation de loyauté et donc ça peut justifier un licenciement. Alors, sur ça, j'insiste quand même sur le fait que, euh, attention à la preuve. C'est pas parce que j'ai entendu parler ou je l'ai vu ou il faut avoir, enfin, machin l'a vu et me l'a rapporté. Est-ce que j'ai un élément de preuve? Si c'est un concurrent qui vous donne, vous fait un écrit en vous disant, au fait, pour info, ton salarié, il vient de me demander, vient de me proposer de travailler chez moi alors que je sais qu'il est en arrêt, bah, là, vous avez une trace écrite, donc il n'y a pas de sujet. Par contre, si c'est juste, j'ai entendu parler que ou je le soupçonne de, ben là, attention, vous ne pourrez pas le licencier, vous n'avez aucun élément de preuve. Enfin, vous pouvez toujours licencier votre salarié. C'est juste que s'il va au prud'homme, vous n'aurez pas de moyen de vous défendre. Sur les propos injurieux, un salarié qui euh, parle mal, insulte et menace euh, peut ne pas être licencié pour faute grave. Ça peut, je pense qu'il y en a certains derrière leur écran ce que je comprends tout à fait, hein, qui ne doivent pas apprécier cet arrêt-là, mais si votre salarié a des propos insultants ou menaçants, avant de procéder à son licenciement, faites attention au contexte dans lequel ça s'est passé. En fait, cet arrêt, en fait, il veut pas dire que le salarié peut tenir tous les propos qu'il veut sans être sanctionné. Non, c'est pas ça. C'est que la Cour de cassation, elle considère en fait que les propos
qui sont en cause, les propos fautifs auraient pu, là en plus dans cette situation-là, les propos auraient pu justifier simplement un licenciement pour cause réelle et sérieuse et pas aller jusqu'à la faute grave. En fait, dans cette situation, le salarié, il avait il y avait un litige avec son employeur par rapport à ses conditions de travail qui avaient été modifiées sans son consentement. Enfin voilà, il y avait quand même un litige et c'est sur ça qu'il s'est emporté. Donc, dans cette situation-là, la Cour de cassation, elle retient que ces faits constituaient bien une faute, puisqu'on n'a pas à parler comme ça, encore moins à son employeur, mais au regard du contexte, ça ne caractérise pas une faute grave. Donc, on aurait quand même pu sanctionner, mais pas aller jusqu'à la faute grave, parce que certes, il a tenu ses propos, mais c'est en raison d'une modification de son contrat de travail. Donc là encore, en fait, la Cour de cassation, elle vient nous rappeler que on a quand même une liberté d'expression. Les salariés ont une liberté d'expression qui doit être protégée et il faut trouver en fait le juste milieu entre est-ce que mon salarié outrepasse sa liberté d'expression ou pas. Donc en fait, la gravité des propos dépendra vraiment du trouble que ça a entraîné. Là, en plus, c'était des propos qui étaient tenus que à l'encontre du directeur. Il n'y avait pas de témoins, ça s'est pas répandu, donc voilà, le contexte en intégralité a été pris en compte dans cette situation-là. Pour terminer, dernier arrêt de la Cour de cassation, donc celui-ci qui date du 17 septembre 2025 sur la clause de dédit-formation. Donc comme je vous ai rappelé tout à l'heure, la clause de dédit-formation, ça concerne, c'est possible de la mettre en place si elle remplit plusieurs conditions. Donc il faut une formation financée exclusivement par l'employeur. Ça doit pas être une formation imposée par la loi ou la convention, donc c'est pas une formation obligatoire. Il doit y avoir une clause écrite dans un avenant qui est signé avant la formation. Cette clause doit mentionner la date, la nature et la durée de la formation, ainsi que le coût de la formation. Et la clause doit mentionner aussi le montant des remboursements proportionnels aux frais engagés. Et elle doit être limitée dans le temps, donc c'est entre 2 et 5 ans. Euh, et elle va s'appliquer du coup au moment où le salarié va démissionner. Même si du coup on est dans une situation où le salarié est licencié pour faute grave, donc ça veut dire qu'en fait il a commis une faute tellement grave qu'on ne pouvait pas le garder chez nous. On peut se dire que du coup, c'est un peu de sa faute si s'il quitte la société parce que ben, on a été obligé de le licencier à cause de la faute qu'il a commise. Ben, non, on ne pourra pas appliquer la clause de dédéformation. Elle ne s'applique que en cas de démission du salarié. Donc même un licenciement pour faute grave ou même un licenciement pour faute lourde, on ne pourra pas mettre en œuvre la clause de dédéformation. J'en ai terminé pour cette web actu d'aujourd'hui et du coup la dernière de 2025. J'espère que du coup elle vous aura apporté les dernières actualités, enfin, des précisions utiles sur les dernières actualités. Je vous souhaite en tout cas de passer de très bonnes fêtes. Et puis, voilà, si vous avez besoin d'ici là, on est toujours joignable, hein. Mais voilà, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Et puis, je vous dis du coup au mois de janvier. Merci à tous.